Et yo, et yo, et yo, et yo. Hein? Bienvenue à tous. Yup. Revue véritable. Dieu. Parole véritable podcast. Une fois de plus, on revient avec une nouvelle vidéo. Wow. Aujourd'hui, c'est très particulier. Aujourd'hui, c'est spécial. C'est sérieux. J'ai toujours dit que c'est sérieux, mais là, c'est on ne peut plus sérieux. Là, c'est on ne peut plus sérieux. On parle sérieusement, donc prends les choses au sérieux parce que les affaires sont sérieuses. Parole véritable. Je vous en supplie, partagez, abonnez-vous, mettez le petit pouce. C'est très important. Il y a une formule pour ça. Parole véritable podcast. Abonnez-vous. Ayez le bon réflexe ta. Activez la cloche. Sur YouTube, activez la cloche pour recevoir la notification. Voilà. C'est un artiste, le gars. Il est fort, hein. Il est bon, hein. Il est bon. Bon réflexe ta. Il est bon, il est bon, il est bon. C'est très 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 fort. Un big up à notre partenaire. Yep. The Culture Card. Culture Card. Culture Card, qu'est-ce que c'est? Des cartes, format NFT, des cartes hip-hop. Toutes les infos seront dans la bio. On va annoncer des choses très très bientôt. Vous allez voir, c'est quelque chose de très important. Le hip-hop qui rencontre les NFT, c'est un truc de ouf. Allez sur theculturecards.io. Tout sera affiché, tout sera mis dans la bio, etc. etc. Bon. Yes. Aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose de... Tu sais quoi, en vérité, laisse tomber. Présente le bail seulement. 19 avril 94. Là, c'est le moment, c'est le Nasirator moment. Nasirator, voilà, exactement. C'est le Nasirator moment. Là, je te laisse même carrément. Non, il y a une formule chez nous. C'est moi qui dois te donner la chose. Ilmatic. Voilà. Tiens, reçois la chose. Carrément, c'est... Oh, tu vois, c'est genre... Voilà. Je reçois le Graal. Il y a la version 10e anniversaire aussi. Ok. Tiens. Il y a la version 20e anniversaire aussi. Tiens. Il y a la version National Symphony Orchestra au Kennedy Center. Tiens. C'est un truc de ouf, on dirait... Et il y a la version remix from Illmatic to Stillmatic. Voilà. Bon, c'est tout? C'est bon? Non, là maintenant, faut envoyer l'alarme. Ok. Donc vous avez compris, Nas Illmatic, premier album de Nas, classique, des classiques. Les superlatifs ne sont plus, voilà, laisse tomber. Faut envoyer l'alarme. Mais aujourd'hui, c'est particulier parce qu'on n'est pas seul. On n'est pas avec n'importe qui, faut envoyer l'alarme. Ok. Aujourd'hui, on est avec l'homme qu'on appelle Air Max. L'homme qui connaît plus de monde que le mec que tu connais qui connaît plus de monde. Il est manager, promoteur, artiste, non. Manager de Fashion, manager de Freddie Gibbs, manager de Lord Apex. Qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus? Ce gars, je connais depuis très longtemps. Un mec très solide. Journaliste aussi, on a oublié cette carte. Enfin, journaliste qui faisait des interviews, notamment toutes les interviews que tu as lues dans les magazines préférés à l'époque. C'est lui qui les réalisait. Monsieur Air Max Robin est dans la maison. Maxime Robin. Il y avait Black Rob, là on est avec Max Rob. Voilà, tu veux. C'est tout, laisse tomber. Max, comment ça va? Ça va, merci les gars, merci de l'invite. Bah, merci d'être là, franchement ça nous fait très plaisir de partager cet album avec toi parce que t'as une histoire particulière avec cet album, on va pouvoir revenir dessus tranquillement, mais bienvenue, parole véritable un jour, parole véritable toujours comme on dit. Merci. De toute façon c'est la famille, pour ceux qui nous suivent, vous avez déjà pu le voir intervenir sur des lives Instagram, etc. où tu venais à chaque fois tu venais nous donner, propager la bonne parole avec des anecdotes de fou à chaque fois, tout ça. Si je peux donner de la force, tu vois, c'est normal. Non, c'est gentil, c'est très cool, c'est très cool. Tout le monde ne le fait pas, donc c'est très apprécié. Donc, les gars, Illmatic. Une fois que t'as dit ça, t'as tout dit, j'ai l'impression. Non, il y a trop de choses à dire. T'as pas vu toutes les versions? Non, c'est incroyable. Il y a trop de choses à dire. Le principe de morceau véritable, c'est simple. On prend l'album, on se pose la première question, comment on a reçu l'album? Dans quel contexte on l'a reçu et tout, parce que c'est très important. Et ça peut changer notre perspective par rapport à ce dernier. On va commencer par notre invité, Max. Maxime, Max, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Max, c'est cool. Max, comment t'as reçu l'album Illmatic? Moi, à vrai dire, j'ai commencé par It Was Written, que j'ai pris avant Illmatic. Et vu que j'ai surkiffé It Was Written,
je me suis documenté et je voulais savoir ce qui s'était passé avant. Et j'ai découvert Illmatic comme ça, en fait. Comme beaucoup de monde. Je l'ai pas découvert en premier. Parce que quand tu grandis en France et que tu vois pas forcément la promo, moi j'ai plus découvert Nas via Affirmative Action ou le featuring avec Lauryn Hill, avec le clip sur Times Square qui passait sur M6 le matin. Et j'ai fait, waouh, lui. C'est quoi ce truc-là, tout ça? Il y avait les lyrics dans le booklet de It Was Written et j'ai fait, trop fort. Par contre, j'avais compris que Illmatic, tu passais un autre level de MCing, quoi, tu vois, de lyrics, d'écriture. Tu fermes les yeux, t'es dans le Queens. C'est incroyable. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, voilà, avec cet album-là. Il y a beaucoup de monde qui l'ont découvert de cette manière-là. Ils sont arrivés en 96 avec It Was Written, avec le fameux single If I Rule the World avec Lauryn Hill, qui était tellement mainstream, qui était tellement partout que tout le monde a commencé à se dire mais attends, c'est qui ce gars-là et tout. Ouais. Moi, c'est l'album qui m'a donné envie. Pas d'apprendre l'anglais parce que j'étais déjà en cours d'anglais depuis, mais d'être bon en anglais. Il y a des albums comme ça. Et j'ai pu lui dire. Non mais ça, on va revenir dessus parce que là c'est incroyable. Là t'es déjà en 38 à 3 points là. Calme. Là t'es comme DJ Riddick, t'es déjà en train d'envoyer. Non. Le truc c'est que cet album il est très particulier parce que tout le monde s'accorde à dire que c'est le meilleur album de hip-hop de tous les temps. En tout cas, il est dans la conversation, dans le top 3, top 5, ce que tu veux. Illmatic, il est top 1, voilà. Soyons clairs. Top 2 et not 2, c'est ça? C'est ça. Et c'est vrai que cet album, en fait, plus tu l'écoutes, plus tu comprends en vérité pourquoi les gens le mettent au pinacle des meilleurs albums de tous les temps. Parce que il y a tout. Il y a tout. Il y a les instruments, il y a le flow, il y a la forme, il y a l'aura, il y a les côtés soulful, les beatmakers de renom qu'il y a dessus, tout ça, on va venir dessus. Mais d'abord, le Bougarno. Non, je vais te laisser, toi, t'es le nazirator en chef. Moi, je vais te dire comment je l'ai reçu. Alors, moi, cet album-là, 94, j'ai 10 piges. Moi, mon grand frère, j'en parle souvent, mon grand frère Bernard, qui m'a mis dans le rap et tout, qui écoutait déjà beaucoup de hip-hop à l'époque. J'entends des sons, tu vois, j'entends les Represent, etc., donc je calcule pas plus que ça parce que j'ai 10 ans, c'est l'époque du club Dorothée et tout. Aussi. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et c'est effectivement quand It Was Written sort, c'est là que je me dis ouais mais en fait c'est un truc de ouf. Et surtout à l'époque M6 il faisait un petit clip promotionnel là. Il balançait Nas, le rappeur de New York, ceci, cela, il est jeune, c'est un prodige, blablabla. Et il parlait de Illmatic. Et un jour, comme ça, j'ai vu Illmatic qui était à la maison, en cassette. Hein. À l'époque, c'était des cassettes. Ouais. Et c'est là que j'ai écouté et j'ai compris, en fait. J'ai compris tout le... Je vais pas dire que j'ai compris Nas parce que j'étais beaucoup trop jeune, mais j'ai compris, en fait, le son new-yorkais, comment c'était et tout. En plus, cet album, il sort la même année que le premier album de Biggie. Donc on était beaucoup focus sur Biggie parce que voilà, il ressemblait plus à un mec du quartier entre guillemets, tu vois. Mais le souvenir que j'ai de ça, c'est que c'est un truc les mecs qui écoutaient cet album-là, c'était des mecs qui étaient vraiment à fond dans le truc. Il y a beaucoup de mecs qui disaient ouais Biggie c'est commercial entre guillemets, ouais ça c'est ce que vous écoutez tous, mais moi j'écoute Nas. C'était différent, tu vois ce que je veux dire. C'était spé. Ouais, les potes de mon grand frère et tout, ils étaient à fond dedans et tout. Non, moi j'écoute Nas. Dans la technique. Dans la technique et tout. Déjà à l'époque, il y avait ce clivage entre les mecs qui consomment le mainstream et les puristes, tu vois. Les techniciens. Et il faut dire une chose, c'est qu'ils étaient très peu ces mecs-là. Parce qu'on n'écoutait pas beaucoup de rap américain à l'époque dans les quartiers. C'était beaucoup plus de funk, de R&B et tout. Je ne cesse de le dire tout le temps, mais c'est vrai, c'est la réalité. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des mecs qui vont dire oui, non, moi j'écoute du rap depuis, nanana, mais c'est pas vrai. Toi, le Bougarno, nazirator en chef. Non, ça, c'est un album qu'on n'a pas connu tout de suite, dans le sens où, moi, la première claque, c'était It Was Written, et comme je dis souvent, c'est ça qui m'a fait rentrer dans le rap. Le moment où je me suis dit, bon, moi, le style musical que j'écoute, c'est le rap, c'est mon truc. Les albums qui m'ont fait rentrer dedans, c'est It Was Written et Fugees The Score. Okay. Et donc, c'est ça. Et en vrai, Nas, on le connaît à ce moment-là.
Mais moi, j'ai écouté Illmatic entre Godson et Sweet Disciple. Entre 2003 et 2004. J'ai pas écouté tout de suite. C'est intéressant ça. Parce qu'en vrai, il y a des morceaux qu'on connaissait, mais à cette époque-là, moi, je m'intéressais pas aux discographies. Je remontais pas le temps à savoir qu'est-ce qu'il avait fait avant, etc. Voilà. Et en vrai, c'est ce DVD-là qui m'a rentré dans le truc. Parce que dans ce DVD, t'as tous les clips de Nas depuis son premier clip jusqu'à Icon, tu vois. Et tu vois le clip de NR to Tell, tu vois One Love, tu vois Halftime, tu vois comment il s'appelle encore ce morceau-là là. Tu connais la tracklist par cœur. Laisse. Tu dis les Street Dreams, tout ça, tu vois ça. Et tu vois tout ça, mais tu connais pas et tu sais pas c'est dans quel album. Sachant que les New York State of Mind, on les avait entendus. C'est-à-dire qu'on savait pas qui c'est qui chantait, on connaissait pas le titre, on savait pas c'est dans quel album. Et Represent pareil. Et quand tu recherches et que tu retrouves le truc, faut dire la vérité, on n'avait pas d'argent, on gravait. On a gravé le truc, on a vu ça, on a dit mais non, là maintenant c'est bien de graver, mais celui-là faut l'avoir. Ouais. Je sais pas si t'as regardé, regarde bien le CD, il y a la facture dedans. Mais je te dis, c'est du sérieux. Un aviateur pour de vrai. Je te dis. Ça veut dire que tu l'as pas volé celui-là. Non, je te dis, la facture est là. Tu vois pas la petite blanc là? Ouais. J'ai ça en 2007. J'ai gardé la facture. C'est le seul CD, j'ai gardé la facture. Pour te dire à quel point, non, c'est sérieux. Là, et en vrai, c'est comme ça, en vrai, que moi j'ai découvert l'album. Ok. L'album, j'ai commencé à l'écouter comme ça. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, ça c'était un album. Avant de dormir, tu programmais la chaîne, tu mettais en slip 30. Dans 30 minutes, le truc il s'éteint, mais c'est ça qui joue. C'est tout. Du coup, donc c'est comme ça que je suis rentré dans le truc. Du coup, tu rêvais que t'étais dans Queens, tout ça ou... Je sais pas, mais je dormais avec ça. Il y avait ça et Wu-Tang avec les CD avec lesquels je dormais, c'était ça. Bah oui, parce qu'il y a le Wu-Tang aussi qui sort cette année-là. Ouais. Ça, c'est très important. Bon. Non, Wu-Tang, c'est 93. C'est l'année d'avant, pardon. 93. Pardon. Je dis n'importe quoi. Insultez-moi dans les commentaires, gentiment, mais voilà. Dites, tu connais rien, nanani, on connaît. Ok, les gars. Cet album... L'un des meilleurs albums de tous les temps. Selon vous, pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait que cet album est si particulier? Moi, j'ai certains ingrédients, mais peut-être que vous en avez d'autres. Moi, je sais pas si c'est le meilleur album, excuse-moi. Je sais pas si c'est le meilleur album de tous les temps, mais c'est l'un des plus appréciés. Ok. Parce que je pense que la formule de l'album où on prend les meilleurs beatmakers, on essaie de faire la meilleure musique pour un artiste, je pense que le premier album où il y a eu cette formule-là, c'est celui-ci. Parce qu'à cette époque-là, les mecs en vrai, le Wu-Tang, ils avaient RZA. Tu sais que pour tout ce qui est beat, tout ça, direction artistique, c'est lui qui s'en occupe. Okay. Biggie, ils avaient les Easy Moby, ils avaient l'équipe des Hitmen, ils avaient ces gars-là. Que là, la crème de la crème des beatmakers de New York, on les a réunis, on leur a dit écoutez, il y a un gars qui est trop chaud, il faut qu'on lui fasse le meilleur album possible. Et je pense que c'est l'un des premiers albums où il y a eu cette formule-là. Je pense que c'est ça qui fait son succès. Ouais, et je pense aussi qu'ils n'ont pas cherché à faire des hits comme sur le second It Was Written, où ils font venir Lauryn Hill et clairement on va faire le gros clip à Times Square. Ouais. Tu vois, même Biggie sur Ready to Die en 94, il avait déjà Puff Daddy qui façonnait déjà ce son-là, il avait déjà cette idée de on va faire des morceaux avec une touche R&B. Bien sûr. Il avait déjà une vidéo. Pour moi, Nas Illmatic, il avait plus l'idée de peindre une toile de son environnement et créer un film, quoi, une atmosphère avec des détails. Mais à aucun moment, il a voulu faire ça, tu vois, dans un délire commercial. Vas-y, il me faut un single pour la radio. Ouais, il n'y a pas cette... Le formatage, ils n'ont pas demandé MC Search, qui est le A&R de ce projet. Je pense là où il a été intelligent, c'est qu'il s'est dit vas-y, ce petit-là, c'est un diamant in the rough, tu vois. Il est raw, et les streets, il a des choses à raconter. Les lyrics, ils sont deep, avec des doubles, triples entendres. Exactement. Comme on peut le retrouver en France, je sais pas, sur des opéras Puccino où tu comprends le truc une fois et la deuxième fois tu réécoutes, mais en fait ça peut vouloir dire ça aussi. Exactement. Tu le réécoutes 10 ans plus tard, t'es plus grave. C'est ça le rap. C'est ça le rap. Boum. Oh non là.
Je vide le chargeur. Là, il a tout dit. Il a dit la vérité, là. Ah oui, c'est exactement ça. Tu grandis avec et tu le comprends différemment. Des doubles, triples entendre. Non, mais surtout que nous, en France, c'est très important, le texte. Bon, pour ceux qui le comprenaient, c'est très important que le texte ait vraiment du sens. Et là, pour le coup, ce petit, parce qu'il a quel âge quand il fait l'album? 19. Quand il fait l'album, il a 18-19 ans. Tu vois ce que je veux dire? 18-19, il sort de Main Source, Live at the Barbecue. Tu vois? Ouais, les premiers faits d'armes. Merci Large Professor, Akinelli. Exactement. Tu vois? Exactement. Le mec, la maturité de ses textes et la maturité du projet, franchement, c'est incroyable. Je te dis, le type a faim, ça pue la street, quoi. Ouais. Et je vais vous donner tous les détails de ce qu'est ma vie. Parce que, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ça pue la street, mais il s'est jamais présenté comme un mec de la street. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il s'est jamais présenté comme un gangster ou je sais pas quoi, ou faire l'apologie, ces trucs-là. Lui, ça a été vraiment, pour moi, le rappeur qui est vraiment en mode reporter. C'est de mon environnement. Reporter, c'est parfait. Merci. C'est parfait. C'est exactement ça. Je te dis, chaque détail, chaque lyrique de ce projet, c'est... je sais pas comment... J'aurais aimé être là, tu vois, dans son procédé d'écriture, tu vois, ou... être dans sa tête, ça doit être... Mais franchement, ça devait être incroyable. Et je trouve, tu vois, ce que tu as dit, c'est exactement ça. C'est que les mecs se sont réunis autour de ce talent brut et voilà, chacun s'est donné un rôle et se dit vas-y, on va essayer de faire la meilleure musique possible. Ça a été très organique en vérité, parce que autant c'est pas très organique de réunir les mecs comme ça, mais personne n'a essayé de faire un hit ou je sais pas quoi, un son formaté, chacun a essayé de faire la meilleure musique avec un artiste qui était très particulier, un truc qu'on ne dit pas assez aussi, c'est sa voix particulière. Tu vois, c'est très important ça, surtout pour nous Français qui ne comprenions pas l'anglais à l'époque, c'était les voix qui nous intéressaient, les flows, la manière de poser, tout ça, les placements. Il rappe du fond de la gorge. Tu vois ce que je veux dire? Tout de suite, c'est deep quand il te raconte une histoire, tu l'écoutes. Ouais, t'as envie comme un ancien qui te parle, tu vois, je sais pas. Ouais, quand j'étais petit, tu fais... Il a le truc du narrateur. Ouais, il a le truc du narrateur. Ouais. From the throat. Clairement. Après, bon... Nous, on est des petits fans français, des passionnés et tout. Mais toi, tu as travaillé avec Nas. Toi, c'est trop particulier parce que toi, tout ce que tu lui dis, là, tu as pu lui dire. Ouais, c'est vrai qu'en fait, depuis 2011-2012, je travaille avec un artiste de Fresno qui s'appelle Fashion. Ok. Fresno, en Californie. Et qui avait sorti un très bon album produit par Exile, qui s'appelle Boy Meets World. Pour moi, c'est un moderne classique. Ok, il fera afficher. Moi, je faisais son tour management et vers 2014, on m'a proposé de le manager. Et Nas a fait un partenariat avec le magazine et site Massapil et créé un label du même nom dont il est le président. Massapil Records et Fashion a été le premier artiste signé sur Massapil, ouais. Sur Massapil. Donc là, excuse-moi, sur Massapil. Là, Flexta, on a le manager du premier artiste qui a été signé sur Massapil. S'il vous plaît, quand même. C'est quelque chose, hein. Le projet de Fashion qui sort, la couve, si je me trompe pas, elle est faite par Fifou. Elle est faite par Fifou. Fifou. Big up à lui. Incroyable, il n'est pas français, les gars. Vous vous rendez pas compte, hein, vous vous rendez pas compte du truc de fou. Là, t'as dit ça comme ça. Tout de suite, on ramène la famille. Non, mais c'est magnifique. Non, mais magnifique. Si tu noteras partout sur toute ma carrière, et les gens ne se rendent pas forcément compte, chaque projet que j'ai fait, j'ai toujours ramené un poteau à moi. Donc, c'est beau. Tu vois, ça c'est pour les gens qui disent ouais, tu fais pas croquer. Non. Toujours essayer. Il y a des preuves. Faut pas ramener tout le monde. Bien sûr. Mais le dernier clip de Lord Apex, il monte sur le cheval de mon cousin, tu vois. Tu vois, toujours en fait. Tu vois. Premier album avec mon premier artiste, j'ai ramené mon poteau Fifou, tu vois. Ah, on va pas faire avec un Quinry, on aurait pu avoir... pu prendre Jonathan Magnon. On aurait pu avoir Magnon à l'époque.
On aurait pu avoir Magnon ou tu vois. Ouais, mais c'était mieux d'avoir Fifou. J'aurais connu Armen à l'époque, ça aurait pu être Armen. En plus, il était à New York. Non, moi j'ai fait venir Fifou carrément, tu vois. Mais parce que c'était mon poteau depuis longtemps déjà. Bien sûr. Mais de toute façon, déjà à l'époque, avec Fifou, avec toute l'équipe du bootcamp, etc. Fifou, je le connais depuis 2005, 2006. Ouais, pareil. Avec, donc, quand on fait un album en 2015, ça fait déjà 10 ans qu'on se connaît. Pour moi, c'est automatique. Vas-y, en plus, on a du budget un peu, tu vois. Ouais. Donc, parce que Fifou. C'est mon gars. Non mais bon, le travail le justifie. Tu vois, il y a aussi big up à David Delaplace qui a fait un podcast avec nous aussi. Très grand. Delaplace, David, mon gars. Photographe et tout. Créateur de talent, laisse tomber. Non, toi, t'as pu en parler à Nas directement. Donc t'as pu avoir cette conversation avec lui, le fan français qui a découvert son album. D'une manière particulière avec le deuxième et tout. T'as pu lui dire les yeux dans les yeux, qu'est-ce que tu en as pensé, pourquoi, comment? Ouais, parce que en fait, la première tournée que j'ai fait pour la promo de l'album de Fashion qui s'appelait The Ecology, en fait, c'était les 20 ans de Illmatic. Ouais, 2014. Les 20 ans d'Illmatic. Le orange, là. C'est ça. Donc 2014, on commence à travailler ensemble avec Fashion. Et il me semble que la tournée, c'est en 2015. Donc des fois, les tournées, vous savez, des 20 ans, c'est un peu en retard. Mais bon, Harry, c'est la tournée des 20 ans. Et il me semble que c'était été 2015. Et c'est la première fois où j'avais déjà rencontré Nas dans les bureaux, mais vite fait. Où on fait un show ensemble, quoi. Donc avant le show, on peut se voir, on peut se poser. Après le show, on peut se poser. Et le premier show, en fait, la vérité, c'est qu'ils connaissent pas vraiment les artistes qui signent, quoi. Ouais. Ils se rencontrent vite fait dans un bureau et signent un contrat. Ouais. Ils écoutent la musique, mais chacun sa vie. Nas, Nas, bon, il voyage beaucoup, il fait plein de trucs, plein de choses avec des marques, des films. C'était l'occasion en tournée de se retrouver, de discuter avec Fashion et il y avait que moi et Fashion et Nas et son manager en fait. Comme là dans un canapé. C'est-à-dire que là, vous êtes là à discuter entre quatre poteaux, ça parle de tout, de rien. C'est pas le backstage full de gens que tu peux t'imaginer. Là, en fait, il voulait juste être pépère un mercredi soir à Cologne, en Allemagne, se prendre un verre après son concert et rentrer dans le bus, dormir. Parce que bon, des fois, c'est un peu le mythe que tout le monde va... On peut pas tout le temps sortir, c'est pas tout le temps des gros pieds. Mais surtout... C'est un artiste qui a... Bon, c'est la tournée des 20 ans, tu vois, le mec, il a déjà facile 20 ans de carrière et tout. Je pense que tout ce qu'il avait à faire, il l'a fait. Ouais. Au bout d'un moment, t'as un certain âge, tu te calmes. Et c'est vrai que... On se pose avec lui c'est... Je crois qu'on en a déjà parlé ensemble. Mais la perception des gens quand ils rencontrent un artiste, moi j'appréhendais énormément et c'est hyper important. Des fois vous pouvez capter un rappeur, peut-être votre rappeur préféré, Nas, en sortie de show, je sais pas, à l'Olympia ou l'Élysée Montmartre ou je sais pas où il jouait. Le mec, il est en speed, il veut rentrer dans son van, toi t'essaies de faire signer ton truc ou prendre un petit selfie, puis il te fait hey, mec, j'ai pas le temps. Et il y a plein de gens en fait, ils se mettent en mode vénère. Ouais, tu prends mal et... Ils prennent mal le truc, ouais. Tu peux, si t'as l'occasion de discuter avec lui, te poser. Je crois que le premier soir de la tournée, pendant 3-4 heures, on a dû discuter. Quand même. Ouais, mais c'est quand même le contexte. Et au bout de peut-être 2-3 heures, j'ai pu me permettre de lui dire... il m'a dit t'es français, tu parles plutôt bien pour un français quoi. Et je lui ai dit mais merci à toi parce que c'est grâce à toi et le Wu-Tang et les Fujis et Mobb Deep que j'ai voulu télécharger les lyrics ou traduire tout ça et comprendre en fait l'atmosphère de ton album et le mindset.
le mindset, la vibe, l'écriture, je sentais qu'il fallait que je comprenne tout ce que tu écris. Il fallait que tu t'appropries l'outil principal pour comprendre. Et à l'époque, It Was Written, ouais, t'avais les lyrics. Donc, t'avais les lyrics de tous les morceaux. Ouais. Donc j'ai pu lui expliquer que... Comme sur un parchemin comme ça. J'ai pas appris l'anglais grâce à ces lyrics. Incroyable. Mais ça m'a donné une discipline de avoir un petit dico, aller sur ebonics.com. Hola, oh là là. Tu téléchargeais les lyrics. Et après, il suffit de traduire. Ouais. Tu peux vite progresser. Et puis, il y a tellement de slang et de New York slang. Même quand j'ai emménagé aux États-Unis, tu comprends pas ce qu'ils disent. C'est trop profond. Tu vois, chaque bloc a son propre slang, des variantes, des machins, des trucs. Tu étudies Big L et Ebonics, tu vois déjà. Ouais. Déjà, tu commences par ça. Big L, c'est quelqu'un. Ah ouais, non, lui. Tu comprendras beaucoup de mots. C'est clair. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, par rapport à Nas en France, c'est Driver, big up à Driver. Hein. Yep. C'est encore pour tout le Driver qui en a parlé, qui a effectivement une rencontre assez particulière avec lui. Et en vérité, ce que tu nous expliques, c'est que c'est contextuel en fait. Ça dépend de quel contexte. Si tu croises ton artiste préféré à la caisse, à Auchan, et si tu toujours remettre les choses dans son contexte. Si tu croises dans un bureau ou tranquille ou posé, c'est une question de perception. Ouais. Et de contexte de là où vous êtes aussi. De contexte, de l'heure, du moment. Tu sais, quand n'importe qui, je sais pas, Arnaud, quand t'es en train de manger, tu crois qu'on va venir te voir, te parler de ton album que t'as sorti il y a 20 ans tu vas dire quoi? Non, je suis en train de manger, là, franchement, je m'en parle pas, moi. Tu vois, je te dis la vérité. Ça, c'est un moment, vraiment, je me restaure. Je veux pas, non, pour de vrai. Hein. Moi, non. Et je vois ce que tu veux dire. Bien sûr. Ouais. Il y a des moments. Tu peux... Enfin, le mec, il est comme toi et moi. À la fin de la journée, il est fatigué, il sort d'un concert. C'est vrai qu'ils ont choisi cette vie-là aussi. Mais il faut se mettre à leur place une minute. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et Nas, c'est quand même quelqu'un qui est... C'est pas qu'il est pas approchable, mais il a un charisme. C'est quand même quelqu'un d'assez sérieux. Tu vois ouais, c'est pas un fanfaron, c'est pas un mec que tu vois le faire le ouf et tout et tout. Il y a pas d'histoire où tu l'as... Non, il est carré. Je vais juste te dire un truc que moi, je suis ultra fan à l'intérieur. Quand la 2e ou 3e fois qu'on s'est capté, donc on fait le premier show à Cologne en Allemagne, on se pose et vous voulez boire quelque chose? Ouais, il dit ouais bah vas-y, il y a champagne, NSI, voilà, c'est son sponsor. Non, il avait un deal avec NSI. Et moi je commence à me lever, tu vois. Il fait na. Et là il se lève. What you want? Et là il prend du NSI. Et là il me sert un verre de NSI. Il fait ok, you're my guest, please. Ah ouais. Le mec, là, le mec, il s'est fait servir un verre de cognac français. Si tu veux, tu vois, d'entendre ça avec la voix, tu vois, dont on parle. Ouais, une voix qui a bercé ton enfant. Moi, ça m'a presque glacé le sang. J'étais là, j'étais dans mon siège, tu vois, t'as ce truc où c'est mon idole en même temps. Mais t'as ce côté starstruck où, et puis, c'est pas... t'as plein de types que j'ai pu rencontrer qui sont tout de suite en mode blagueur, tu vois, qui sont ambiancés. Là, il était pas alcoolisé ou il était pas dans un mode festif. J'ai pas rencontré en boîte. Et comme je te dis, il est quand même sérieux. Donc, t'as ce truc où... Ok. Là, je suis en train de parler avec Naf. Ouais, et... ok, on va attendre un petit peu de prendre la température du... Puis moi, je me pose en manager, tu vois. Tu vois, 2014, ouais, je viens d'avoir 30 ans. C'est mon premier vrai job de manager. Faut que je me pose...
Tu vois, ouais, tu peux pas faire prendre du recul, ouais, ça, si. bien sûr, ça. Tu vois, Surtout que j'imagine, je sais que les artistes ils aiment pas trop ça. Fashion, c'est mon gars, mais tu vois, il commençait à teaser un peu. J'étais détends-toi. Comme toi. Je sais que t'es en feu en toi, dans ta tête, c'est une dinguerie, mais garde, keep your composure, tu vois, garde, tu vois. Et si t'arrives pas à contrôler ce truc-là, lui, il va le sentir quelque part. Bien sûr. Tu vois, il va dire, vas-y, c'est juste un fan, il est trop excité. Ouais, alors qu'on est là pour travailler là-bas. Et moi, je me disais, lui, il parle pas de musique, lui, il parle pas d'Illmatic, lui, il parle pas d'Illmatic, lui, il demande pas ci et ça sur et One Love, Cormega, alors, tu vois. T'as envie de. Bien sûr, c'est normal. Et Jay-Z, le bim. Tout ça, toutes les questions. Mais, ouais, faut. Et on a parlé de politique, de tout, de rien. Vous avez parlé et de basket, de machin. Au bout de 2-3 heures, quand on parlait vraiment bien, qu'il a dit que je parlais bien anglais, tu vois, je me suis permis de lui expliquer, écoute, Illmatic, It Was Written, c'est aussi grâce à toi. Et t'es choqué. Ouais. Parce que lui, il se rend pas compte de la portée et de l'impact mondial qu'il a eu sur des jeunes. Je dis, moi, je pouvais pas voyager à New York. J'avais pas forcément les clips. Toi, grâce à toi, je savais ce que c'était que le Queens. Tu vois, les... Ouais, c'est vrai que le Queens, en tant que... voilà. C'était le porte-étendard du Queens, tout simplement. C'est lui qui a vraiment parlé du Queens, le Queens. Ah ok, le Queens. Tu fermes les yeux, t'es dans la BM années 90, là, la Shark, tu vois, mais lui, il avait absolument pas conscience de ça, même après 20 ans. Non. C'est incroyable, hein, parce qu'on sait que les New-Yorkais ils sont très héliocentrés, tu vois. Eux, c'est New York, même le rap du Sud, tout ça, ils ont eu du mal. Mais que le gars s'imagine qu'en France. Mais quand il fait ce projet-là, il peut pas écrire l'album en se disant je vais influencer, en 94, je vais influencer des milliers de kids, tu vois. C'est ça qui fait que l'album est comme ça aussi, c'est que le côté sincère et sans calcul, tu vois. Voilà, il se dit je vais juste. Tu vois, peindre une picture perfect, une peinture parfaite de mon environnement et de qui je suis. Ouais, déjà pour lui, pour son blog, pour son quartier. À aucun moment, il se dit les proportions que ça va prendre dans le temps et que ça va devenir, comme tu disais, top 3 ou top 5 albums rap de tous les temps. Ouais. Et la porter et faire apprendre l'anglais à des millions de personnes à travers le monde et tout, c'est incroyable en vérité, la musique, ce que ça peut apporter quand elle est bien faite et quand elle est sincère. Wu-Tang is for the children. Voilà. Tu vois, tout simplement. Clairement. Ils ont réalisé vite, tu vois. Mais en fait, on parle aux kids aussi. Et c'est ça que beaucoup d'artistes ne se rendent pas compte que c'est beaucoup les petits qui portent votre musique. Donc essayez d'y penser, essayez de faire attention, essayez d'aller dans ce sens-là parce que... Ouais. Et c'est pas forcément dans une démarche consciencieuse où tu dis ouais, faut pas que je parle de meufs, de putes, de drug dealers, Mais non, parce que c'est Prodigy, Prodigy il dit my music is negative because the streets are negative. C'est tout. Après, c'est à toi, Freddie Gibbs avec qui je travaille, il dit moi j'ai grandi à Gary, Indiana. C'est la ville avec le plus haut taux de criminalité aux États-Unis. Je vais parler de ça. Après, je te dis pas fais ça. Je te raconte mes histoires de crack et de drug dealers et de guns, mais à aucun moment je... t'en fais pas l'apologie, tu t'encourages pas les gens à faire. Tu prends ça comme un film ou un documentaire. T'as parlé de Nas en tant que journaliste, c'est parfait. Exactement. Voilà ce qui se passe, voilà qui je suis. Et il le fait avec une manière poétique incroyable. Bah, si je devais faire une analogie bizarre et tout, je le fais toujours avec les basketteurs, là je vais le faire avec un réalisateur. Pour moi c'est un peu du Scorsese, tu vois. La manière dont il écrit les trucs, c'est super bien léché, les personnages, les trucs, enfin c'est super bien, c'est super propre en fait. Et comme je te disais, sa voix même particulière, tous les ingrédients font, tu sais, même l'atmosphère par rapport au mix, par rapport au mastering et tout, ça sonne très New York en fait. C'est vraiment le son de New York.
tu le retrouves là-dessus. C'est-à-dire que tu l'écoutes en 94, en 2004, en 2014 ou en 2024, bon, en 2022, c'est toujours la même chose. C'est là qu'il est. Tu vois, c'est marrant que tu mentionnes Scorsese parce que lui-même, en fait, il se met dans une position de comme un acteur dans Elmatic, dans It Ain't Hard to Tell, tu vois, il fait Off Pain. I'm like Scarface sniffing cocaine, tu vois. Exact. Ça, c'est dans New York State of Mind. New York State of Mind. New York State of Mind, ouais. Mais tu vois, de ma douleur, tu vois, parce qu'on voit que Scarface, il est torturé dans le film, vous en avez parlé. Ouais. Tu vois, il se lève et il se met en mode, vas-y, je nique tout le monde, tu vois. Ouais. Tu vois. C'est hello to my little friend. Tu vois. Et de douleur, je serais capable de prendre de la coke et m'attaquer à tout le monde. Tu vois. Mais c'est une métaphore incroyable. Genre, vas-y, j'arrive dans le game, Illmatic, je peux dégommer tout le monde. Mais parce que je veux sortir la douleur de mes tripes. Et tu sais, quand tu commences à comprendre les rimes, ça te prend aux tripes. Tu vois, tu fais putain. Scarface. Non mais c'est bien que tu parles de douleur parce que tu sais il y a un truc qu'on a tendance à oublier, c'est que le New York des années 90 c'était quelque chose hein. En termes de criminalité et tout. Après il y a Giuliani qui est arrivé. Nas, Prodigy, Queensbridge. C'était chaud. Queensbridge j'ai été dedans mec, c'est sale. C'est aussi hardcore qu'on le pense. Moi j'ai traversé, je sais pas. Forcément. Non bien sûr. Mais c'est dur. C'est dur, j'ai vécu à Woodside 61st, moi, donc c'est à 20 blocs. Ouais. Tu vois, c'est à une ou deux stations de métro. D'accord. Je passais tout le temps à côté avec le 7 Train. On est avec Fifou. Avec Fifou. Fifou, il sait. Ouais, et Fifou, lui, ce qu'il kiffait, c'est qu'il kiffait aller rencontrer les gens de là-bas et shooter les mecs qui vivent encore là-bas. Et famousement, mais tout. Je me souviens à l'époque, il m'avait montré des photos de ça quand on était parti avec Poison pour faire la pochette de Gangsta Rap. On était parti chez lui et il nous montrait des photos. On était comme des fous. Lui voulait rencontrer Bars and Hooks ou Jungle, le frère de Nas. Tu vois, qui travaille à Massapil actuellement. Ouais. Il a fait sa structure aussi, non? Street Dreams. Ouais, il a beaucoup évolué. Quand je l'ai vu arriver à Massapil au début, c'est straight thug. Tu vois, c'est le gars de la rue, c'est la cité. Faut pas lui parler de plan marketing et de design, tu vois. Et c'est mon gars, tu vois. Ah bah big up à Jungle, hein, regarde cette vidéo. Non, c'est ouf. Mais donc, est-ce que avec Nas, est-ce que tu as pu parler de track particulièrement ou des producteurs ou savoir où son mindset il était quand il l'a fait, parce que lui c'est un petit peu l'enfant prodige qui reçoit les rois mages qui viennent lui apporter leur meilleur work et tout. Non, par contre, ce dont on a pu parler, c'est de ses inspirations de l'époque. C'est-à-dire que je suis pas rentré dans le délire où vas-y, tu peux me parler de One Love ou tu peux me parler de Represent ou quand tu as travaillé avec Premier ou quand tu as travaillé avec QT pour la première fois, c'était comment? On a pu parler de Richard Pryor, qui est son comédien préféré et le mien aussi. Et légende, hein. La légende, hein. Et qui est pour moi le plus grand comédien aux États-Unis, le plus grand comique qu'ils ont pu avoir. Et lui, c'était la façon dont il arrivait à décrire son environnement, ses gens, sa famille. Et pourtant, c'est un comique, mais il était ultra torturé. Parce qu'il était dans un environnement dur, qu'il ne savait pas forcément comprendre tu vois, la politique du moment. Parce que Nas, il aborde ça, mine de rien, sur plein de trucs. Les problèmes sociaux, les problèmes de race, les problèmes de politique. Bien. Mais surtout qu'on sait que New York, c'est une ville qui est très symptomatique de tout ça. C'est une ville très clivée socialement. Ouais. Et Richard Pryor, il abordait tout ça. De toute façon, les humoristes, c'est ceux qui dépeignent le mieux la réalité. Parce que sous trait d'humour, de toute façon, depuis toujours. Passer des messages. Hier, etc. C'est des mecs qui dénonçaient des choses. Tu vois, les bouffons du roi, ils dénonçaient des choses.
devant la face du roi, mais sous très voilà. Bien sûr. Sous couvert d'humour et ça passait. Tu vois. Nous en France, on avait dans les années 90 Coluche. Bien sûr, l'un des meilleurs dans ce domaine effectivement. Mais qui pouvait plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'était accessible à tout le monde. C'était accessible à tout le monde. Quand tu regardes les DVD de Richard Pryor, Live at the Sunset, regarde la foule. Ouais, il y a tout, c'est pour toute obédience. Tout le monde. Non mais c'est Kevin Hart aujourd'hui, tu regardes la foule. Pas pareil. Dave Chappelle, celui qui sera, pour moi, qui s'en rapproche le plus, ce serait Dave Chappelle. Tu vois, le mec, tout le monde le valide. Bon, même s'il y a il y a quelques voix qui se lèvent pour le tacler, mais bon. Le mec, il est apprécié, défendu par tout le monde et tout, c'est très accessible, c'est très ouvert et tout. Et il y a des doubles sens, des triples sens des fois même. Et Nas, Illmatic, là où c'est très fort, c'est que je pense que tu passes cet album-là à un fan de rock de l'époque ou pas forcément des gars de la street. En fait, ils peuvent comprendre toute la vision artistique. Mais complètement. Complètement, j'en ai parlé justement avec un mec qui vient du rock, qui kiffe le hip-hop, beaucoup le hip-hop des 90s, et il me parle de Illmatic comme nous, quoi. Il me dit exactement, voilà, je sens le New York, je sens le truc et tout. Mais c'est ça, en fait, quand ça transcende quand t'as un chef-d'œuvre, qu'il y a du génie, n'importe qui peut comprendre ça, tu vois. L'autre jour, j'ai vu Philippe Catherine qui disait il était fan de Kendrick Lamar, damn, tu vois. Tu vois, qui lui cru, ça surprend, tu vois. Ouais, c'est surprenant. Mais il est sûrement fan de Illmatic d'ailleurs, tu vois. Il est fan de Illmatic. C'est surprenant. J'imagine le truc. En fait, on n'y pense pas. On n'y pense pas. Après, moi, ce que j'ai envie qu'on aborde aussi sur cet album-là, c'est que voilà, on est tous d'accord sur les tracks, 10 tracks. Frère, je les connais par cœur. Non, mais je sais pas beaucoup. Vas-y. Petit jeu, le Bougarno. Dans l'ordre. Dans l'ordre, les 10 tracks. Genesis, New York State of Mind, Life's a Beach, ouais. The World Is Yours, ouais. Halftime, ouais. Memory Lane, ouais. One Love, ouais. One Time for Your Mind, ouais. Represent, and How to Tell. Oh, Nadir, attends, vous avez vu, il voulait ça par cœur. Mais en vrai, il y a une théorie pour ça aussi. Un album que t'as saigné, tu dois connaître au moins les 3 premiers tracks par cœur. Au moins. Évidemment. Pas les paroles, mais au moins tu sais quel est le titre de chaque truc. C'est obligé. Mais lui, il y en a 10 et il a signé l'album. Surtout qu'à l'époque, c'était la réalisation d'un album, c'est important. C'est les entrées les premières bars de chaque titre. Percutantes. L'entrée et la sortie. L'entrée et la sortie, on en parle tout le temps. On parle tout le temps de ça. Comment tu rentres dans un morceau, comment tu sors d'un morceau. C'est trop important. Même la sortie. Plus ce niveau-là, il y a tellement de pensées et de taf dans les premières bars, t'accrocher, une accroche. Encore en journalisme, tu sais, on parle d'une accroche, d'objectivité. Et là, t'es... Rappers are monkey flipping. Tu vois? It ain't hard to tell, I excel, then prevail. Tu vois? Non, mais ça, c'est des trucs qu'on a samplés dans tous les sens, c'était tout. Les scratchs dans tous les sens. Tout. Même la sortie. My poetry deep, I ain't befell. T'es fou. Nasty, nasty, in the hell. It ain't hard to tell. Non, la sortie aussi, elle est terrible. Moi c'est... autant pour des... Il y a plein de rappeurs, j'arrive à concevoir les influences qu'ils ont pu avoir, d'où leur style vient et tout. Je t'avoue que Nas, je me demande quelles sont ses influences. Je vois un peu du Chuck D, tu vois, pour le côté un peu conscient, le côté un peu reporter et tout. Michael Jackson, frérot. Ah, carrément. And How to Tell. Il a samplé Human Nature. Non, mais pas par rapport au sample, mais par rapport à l'artiste. Par rapport non, moi je dirais Kool G Rap, moi je dirais. Hakim, Kool G Rap. Kool G Rap, moi. Kool G Rap, je sens pas plus que ça. Dans le détail, lui, il est fan des mecs des fins des années 80, tu vois. Big Daddy Kane. Big Daddy Kane, les mecs du Juice Crew, Big Daddy Kane, Kool G Rap. Ok. Et puis, c'est Kool G Rap et Lady Queens, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il s'inspire sûrement de leur façon d'écrire à eux, très détaillée, tu vois.
Par contre, il part tout de suite dans un truc beaucoup plus soulful, tu vois. Ouais, bien sûr. Comme un poète. Eux, ils étaient plus agressifs, c'est... Moi, ce que R-A-W. C'est vraiment plus saccadé. Et lui, il arrive avec un flow, tu sais, c'est... Ça correspondait à sa personnalité, à sa voix. Il faut toujours trouver l'équilibre, en fait, entre ce que tu veux faire et qui tu es vraiment, en fait. C'est ça. Et on le voit des fois, des gens qui forcent sur leur voix, sur leur style et tout, et tu sens qu'il y a un truc. Et le côté soulful, comme tu dis. Pour moi, c'est le soulful, les samples, tout ça, c'est la musique qui vieillit le mieux. Tu peux l'écouter le jour de la sortie ou 30 ans après, c'est pareil. Le morceau est une âme. Le morceau C'est une musique à une Alors qu'il y a des trucs trop artificiels et tout. Le sample de Michael Jackson. Bon, voilà. Human Nature. En même temps, tu sens Michael Jackson, tu te trompes pas trop. Mais la manière dont il a travaillé le sample Pit Rock ou Large Pro. C'est Large Pro, ça. Large Pro. Tu vois ce que je veux dire. La boucle, comment elle est travaillée et tout en tant que beatmaker, je peux en parler. Il y a des boucles comme ça que tout le monde connaît. Toi, tu vas la prendre, moi je vais la prendre, lui va la prendre, on va la faire d'une manière complètement différente. Tu vois. Et le truc, c'est que j'ai vu tous les documentaires sur Illmatic et tout. Et t'as les beatmakers qui te disent ça a été très fluide en fait la manière de travailler avec ce petit-là parce qu'il était tellement talentueux à l'écoute. Bien mentoré. Et pourquoi ? Parce qu'aussi, il y a une personne qui est ultra importante, et Dieu sait que je suis pas fan de lui humainement, mais c'est MC Serch. C'est lui qui a façonné le truc, et il s'est dit, ouais, lui, il est ultra talentueux. Moi, j'ai les contacts de tous ces gars. Je vais ramener Q-Tip, Large Pro... DJ Premier, Pete Rock, qui eux étaient déjà établis, c'était déjà des gens dans le game, tu vois. C'était pas encore certains des superstars, mais c'était tous. Et il a réussi à faire du vrai travail de A&Ring, et je pense que c'est là où Nas il a perdu ça au fil des années, c'est qu'il faisait moins confiance à une personne pour choisir ses prods, la direction artistique, ramener tout un crew. Et là, à l'époque, tu m'offres un deal, tu m'offres de connecter des gens que j'ai... Des légendes déjà, à l'époque. Tu vois, Nas, ça se trouve, il était jamais allé à Brooklyn, tu vois, en vrai. Ça va plus loin que ça, moi, je trouve, parce que même dans le documentaire, il en parle. MC Cherche, le premier gros chèque que Nas touche, c'est grâce à MC Cherche. Et c'est grâce à ce chèque-là qu'il arrive à sortir sa mère du quartier. C'est symbolique. C'est plus que que du business, c'est plus que tout ça. C'est une chose qui manque réellement aujourd'hui, c'est que les rappeurs fassent confiance à un vrai A&R. Et tu sais, il y a trop de facilité actuellement avec Internet. Les mecs, ils se disent, bah voilà, je peux choisir mes prods. Il y a des mecs qui m'envoient des prods. À l'époque, il fallait aller rencontrer les mecs, aller en studio. Si tu les connaissais pas, c'était pas envoie un message. Attends, je vais envoyer un DM à DJ Premier et dans l'heure j'ai un email. Tu vois, tu peux faire ça. À l'époque, ça n'existait pas, bien sûr. Fallait le connaître. Il y a encore des artistes qui le font, tu vois, aujourd'hui. Mais beaucoup, 90%, tu sais, c'est vas-y, envoie-moi une prod, frérot. Bien sûr. Tu vois. Et en vrai, il faut un gars, et écoute, moi, je pense que je vais façonner un type de son, choisir un type de prod. On va aller dans une direction, un thème. Après toi, je te laisse rapper. Mais laisse-moi choisir les prods qui, pour moi, te colleraient parfaitement. Et fais-moi confiance. Maintenant, si j'essaie de me sortir des sons avec, et Nas a perdu ça à une certaine période, on se disait, mais tout le monde en a parlé. Ouais, il y a un problème de beat picking, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais. Tu vois, et là, regarde sur les 3 derniers projets en date avec Hit Boy, ils ont une direction, truc, et les projets sont magnifiques, quoi. Comme quoi, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. C'est là où il a été intelligent, il arrive à se renouveler. Ça, c'est intelligent. C'est très fort. Mais parce que ça faisait des années que on voyait que, on se demande qui c'est qui choisissait ses prods. Mais la beat selection, ça a toujours été un problème. C'est ce qu'a tué ça dégage. J-Rap, tu vois, il est connu pour ça aussi, quoi. Mais après, tu vois, ça là, c'est que en tant qu'artiste, t'as pas assez de recul en fait sur ton art, sur ce que tu fais. Toi, t'es l'artiste, t'as le nez dans le guidon et tout. Il faut quelqu'un qui puisse
avoir le recul nécessaire pour dire attends, peut-être que tu penses que c'est ça, mais en réalité, si tu te pivotes un tout petit peu, toi, ton truc, il est là. C'est ça que tu dois faire. À mon petit level, j'ai réussi à en faire une avec Nas sur l'album de Fashion. Non, faut prendre le temps de savourer ce genre de victoire. En fait, au moins une. Laisse-moi lâcher une au moins. Encore une fois, si tu veux, je m'avançais à faire un truc où je sais pas comment il allait le prendre. Ouais. T'as pris des pincettes. Mais on a pu parler on était posé, on a pu parler de l'album de Fashion, qui n'était pas tout à fait fini. Et on n'avait toujours pas de featuring de Nas. Or, quand une des clauses de notre contrat, c'était un featuring avec Nas. Si tu signes dans le label de Nas, c'était le premier artiste. Des fois, y a pas de... si Jay-Z signe sur Roc Nation, tu mets pas ça dans ton contrat, il est pas obligé de faire un featuring avec toi. Mais on sait, même Slaughterhouse, quand ils ont signé chez Shady, ils ont pas eu de suite, tout ça, ça a créé... Et on sait que c'est pas automatique. Nous, une des clauses, c'était Nas sur l'album. Producteur exécutif, featuring. Et il était le dernier featuring qui manquait. Et en vrai, c'est pas que je me disais qu'il s'en foutait, mais je me suis dit, voilà, il est busy, Ouais, c'est Nas, quoi. J'ai pris du recul et je me suis dit, voilà, c'est Nas. Et avec Fashion, on s'est dit, comment on peut essayer de le faire kiffer à venir sur un projet avec un petit qui est quand même beaucoup plus petit que lui, qui est pas hyper connu. Et j'ai un bon ami à moi qui s'appelle DJ Khalil de Self Scientific. Et DJ Khalil, je me suis rappelé que comme tout le monde, ou comme beaucoup de gens, il adore Nas, il est fan de Nas. Et qui m'avait dit, moi, le seul pour qui j'ai pas produit, c'est Nas. Et je me suis rappelé de ça. Et quand j'ai vu Nas, je lui ai dit, ouais, écoute, j'aimerais bien t'envoyer une prod de DJ Khalil. Il me fait, ah ouais, j'ai jamais travaillé avec lui. J'adore, enfin, il taffe pour Eminem, Jay-Z, Dre et tout. beaucoup pour Dr. Dre, avec Dr. Dre. Et il a produit des albums entiers d'Eminem. Et du coup, on a fait une coprod. En fait, Allo Black nous avait envoyé un refrain, enfin des idées de refrain. Du coup, on a façonné une prod, tu vois, avec Khalil autour de ce refrain. Et qu'on a envoyé à Nas. Et il a été réactif parce que il avait jamais travaillé avec DJ Khalil. On sentait qu'il avait kiffé. Et il a aimé l'idée. Mais c'est quelqu'un qui avait choisi la prod pour lui, tu vois. C'était pas forcément... Enfin, si on avait attendu que ce soit lui qui choisisse le truc, peut-être qu'on aurait attendu longtemps. Ou peut-être qu'on se serait retrouvé avec une prod pétée. Fashion n'aimait pas, tu vois, je sais pas. Mais en même temps, tu vois. Si la prod pétée vient avec un featuring de Nas, tu prends quand même. Et pour en finir, tu vois, l'histoire finit pas bien parce qu'on n'a pas pu clipper le morceau. Et du coup, c'était une des priorités pour la sortie de l'album. Mais t'as un featuring Nas et Allo Black. Ah ouais. Clip pas. Ouais. Après, bon, ça c'est des trucs contractuels, j'imagine que tu peux pas forcément... C'est juste les gens... c'est juste qu'il était difficile à attraper. Tu vois. Après, mais on sait que c'est compliqué, ces choses-là. Des fois ça se fait, des fois ça se fait pas, pour multiples raisons et tout. Voilà, ça, on saura jamais, ça restera à jamais sans réponse. Mais l'expérience, quand même, en tant que... je sais pas ce qu'il lui reste des choses dans la manière de travailler avec lui en tant que patron qui a signé ton artiste et tout, au niveau du travail de A&R et tout. Est-ce qu'il lui reste des choses de Illmatic? Est-ce que tu sens que Illmatic, c'est un album qui l'a marqué dans sa manière de travailler avec d'autres artistes et qui plus est avec son premier artiste? Non, parce que son approche était totalement différente, mais lui s'est pas mis en mode encore une fois, je pense pas que c'est un bon A&R. Il a pas ça en lui.
Parce que là, Illmatic, clairement, c'est plus MC Search avec tous les beatmakers. Et pour The Ecology, il est producteur exécutif de l'album, mais il est pas venu pour les sessions de studio, il a pas choisi les prods. Quand je fais venir par exemple Dom Kennedy en featuring, il savait pas qui c'était Dom Kennedy. Et Dom Kennedy en 2013 il a sorti My Type of Party, c'était un single énorme aux États-Unis. Il avait une cote sur la côte ouest qui était incroyable. Genre il était au-dessus de Kendrick et de Schoolboy et tout. Kendrick et Schoolboy ils regardaient à Dom Kennedy. Et Nas il vit à Los Angeles. Comment t'as jamais entendu parler de Dom Kennedy? Il me dit ouais il est fort Dom Kennedy quand même. T'es là. Bah ouais. Ok. Et on va faire un refrain avec BJ de Chicago Kid. Comment tu sais pas, tu vois? Et c'est là que je me dis bon bah voilà, mais il a juste pas le temps d'écouter du son ou de checker des beatmakers. Tu vois quand je mentionne DJ Dai qui produit des hits pour Rihanna et tout ça aujourd'hui, je voudrais ramener une prod de Dai. Je sais pas. Ouais, tu vois? Moi j'aurais mentionné premier, il savait mais sûr, mais moi je cherchais à avoir d'autres gars. Et c'est vrai qu'en fait c'est plus il écoute le projet à la fin et voilà, producteur exécutif. Moi je valide, hein, j'ai kiffé. J'ai pas fait les sessions studio, j'ai pas choisi les. Ouais mais bon, le groundwork on peut dire que c'est toi qui l'as fait, clairement. À 100%. Bah voilà. On peut applaudir, hein. C'est juste un fait. Non mais voilà, exactement, il n'y a aucun problème. C'est toi qui as fait le travail, Non mais magnifique, franchement. Et pour revenir sur cet album-là, il sort chez Columbia. À laquelle version? Parce qu'il y en a 40. Gros deal Columbia avec Nas. C'était un... Columbia, je me suis... Ils avaient qui à cette époque-là? Ils avaient d'autres artistes? En 94 Je sais pas du tout. J'ai pas vérifié, mais je sais qu'après ça a été racheté par Sony. Enfin racheté. Je sais que Sony après est rentré dans le truc. Pour moi, Columbia à l'époque c'était les vestes. Les vestes Columbia là. On a vu ça. Tu l'as vu celle-là ou pas? Columbia plus en 96. En 96, il y avait eux, il y avait lui et il y avait Fugees. C'est de là d'où naît en fait le If I Ruled the World. C'est l'un des plus beaux coups qu'ils ont fait. Même s'il paraît que c'était Mary J qui était pressenti au départ pour faire ce refrain. Ah ouais. Mais bon. Comme c'était dans le même label, en vrai, ils ont dit pourquoi tu sors de la maison si dans la chambre là-bas il y a un truc. Donc voilà. Mais ouais, non, j'ai pas fait attention à ça. Mais la suite, c'est intéressant parce que cet album-là, il faut parler de la pochette. Je vais venir. C'est trop important. Je vais venir. Non, mais le truc c'est que cet album-là, en fait, c'est un petit peu le je vais pas dire un cadeau empoisonné parce que c'est jamais un cadeau empoisonné de faire un classique pour son premier album, mais ça lui a beaucoup pesé parce que une fois que tu sors ton premier album et que c'est un album plébiscité par la critique, hein, pas forcément en termes de vente, ils ont pas vendu de malade. À l'époque, bon, voilà, il y a des albums comme ça qui étaient bons mais qui vendaient pas, hein, Reasonable Doubt, Shout Out, tu vois ce que je veux dire. Le mec, il a sorti un premier album, c'est classique. Peut-être l'un des meilleurs albums, donc le suivant, c'est ce qu'on dit tout le temps, pour réhabiliter, parce qu'avec le temps, It Was the Time, il est un peu plus respecté, il a été réhabilité et tout, mais je dis, ouais, mais les gars, en fait, si le mec, son premier album, c'est Illmatic, même si l'album qui a 20 sur 20, même si t'arrives avec un deuxième album qui a 19 sur 20, il sera toujours moins bien que celui qui a... Tu vois ce que je veux dire? C'est le problème de It Was the Time, il a tellement été comparé à Illmatic... alors que c'est des albums qui n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, et c'est un classique ultime. Incroyable. Il y a même une conversation qui dit que It Was Written est mieux que Illmatic, hein, pour certains. Ouais, moi je peux entendre ce truc-là en vérité. Donnez votre avis. Au bout d'un moment, c'est parole véritable, la dame, s'il vous plaît. Parole véritable. Donnez votre avis pour vous. Illmatic ou It Was Written? En fait, c'est des albums on demande de faire un choix. Mais pas s'il devait en rester un parce que c'est quand même dur. Mais dans ce match-là, moi personnellement, en vrai, c'est difficile parce que Illmatic, c'est l'album qui m'a appris à écouter des albums. Écouter un album du début à la fin, avant je le faisais pas. J'écoutais des albums parce qu'il y avait des sons que j'aimais bien, il y avait des feats que j'aimais bien, il y avait des prods que j'aimais bien. Et j'écoutais ces prods là ou ces feats là ou ces morceaux là. Que écouter un album du début jusqu'à la fin,
c'est Illmatic, moi, qui m'a appris à faire ça. D'accord. Le truc est court, c'est condensé, c'est voilà, t'as une intro. C'est ça aussi. Voilà. Je suis fan de ce format. Voilà. Ce format court que j'irai toujours avec Illmatic sur It Was Written, même si It Was Written, je pense que ça a fait plus pour moi dans ma vie que Illmatic. Mais le format 10 titres sans chercher un hit, enfin aujourd'hui je l'applique encore avec les artistes avec qui je travaille. Et ça s'écoute bien de A à Z. J'aime que t'aies rien à jeter. On cherche pas forcément à faire un truc radio ou aller. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, vas-y, salut. Mais moi je trouve que ça a été bien fait. Par contre sur It Was Written, je disais que Illmatic il m'a appris à écouter des albums et It Was Written, moi je rentre dans le truc, je rentre dans le rap avec ça. Et en vrai aujourd'hui, je réécoute plus It Was Written que Illmatic. Et plus j'écoute It Was Written, et plus je lui trouve un truc. Ouais, plus tu l'apprécies. Plus je l'apprécie. Bah, c'est des bons albums, donc ils vivent bien. It Was Written, c'est différent. Mais en fait, c'est presque... Tu sais, il y a beaucoup d'artistes comme ça. Leur premier album, il est bien, mais la mixtape qui est sortie avant l'album, elle était mieux. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'elle représentait plus l'artiste. Parce que sur la mixtape, il y va franchement, c'est vraiment ses goûts, c'est vraiment lui. Et sur l'album, bon, le label il dit bon, c'est un peu plus formaté, c'est moins organique, c'est moins naturel et ça se sent, tu vois. Tu vois quand les mecs qui cherchent le hit absolument, qui cherchent le single. Pour Jay-Z, il y a plein de gens qui pensent que The Blueprint c'est son meilleur album. Alors qu'il est arrivé bien longtemps après Reasonable Doubt, bien sûr. Qui pour moi est son meilleur album, tu vois. Ok. Mais après c'est encore une fois c'est que mes goûts. Et après les goûts et les couleurs, tu vois. Non, mais ça a du sens ce que tu dis. On peut ne pas être du même avis, mais comprendre les raisons. Il a fait un repeat, tu vois, si on parle en termes de basket. Exactement. En 94-96. C'est, tu vois, c'est quoi? C'est époque Rockets, tu vois. Exactement. Il a fait un repeat. Ouais, le mec relou, il est parti, vas-y, c'est bon, on peut en prendre. Il a rien sorti en 95, mais s'il avait sorti un truc 94-95 de suite, t'imagines. Là, on a parlé de double punch. Effectivement, en termes de double punch, c'est qu'en plus, il n'y a que 2 ans entre les deux albums et tout. Le back-to-back, franchement, il est fort. Mais effectivement, maintenant, prenons le temps de parler de la pochette. Alors là, on va rentrer dans le technique. Vous me connaissez comment je suis. On va rentrer dans l'aspect technique. Tu vois, la feuille de match avec toutes les statistiques, les rebonds, les deux. Exactement. Là, on va rentrer dedans. Exactement. Non, parce que c'est l'une des pochettes les plus énigmatiques de l'histoire du rap. C'est-à-dire que tu vois un petit garçon en fondu comme ça, tu vois les rues de New York, et tu vois que le petit garçon, bon, tu vois que c'est Naf quand il était petit, mais son regard il est particulier. Tu vois ce que je veux dire? Il est un peu énigmatique son Tu vois que c'est Nas. Encore une fois, je suis sûr que toi, quand ton frère il avait le CD, ou quand moi je voyais la pochette, je sais pas, à la Fnac ou je sais pas où, on sait pas quoi. On n'a pas internet, on n'a pas de photos, on n'a pas vu de clip. C'est qui ce petit? C'est quoi cette typo à moitié gothique là? Tu vois, en vrai, quand tu connais pas le mec, tu sais pas. Ça donne pas envie. Bah, c'est comme Biggie, tu vois le bébé, tu vois c'est qui, c'est quoi, tu sais pas, mais bien sûr. Derrière il y a photo des bois là, tu vois. Queensbridge. En vrai, c'est lui quand il avait 7 ans. Ok. Il a expliqué ça. C'est lui quand il avait 7 ans et qu'il a commencé à comprendre en fait ce qui se passait dans le quartier. Il a commencé à comprendre ce qui se passait autour de lui, selon ses dires. Et c'est pour ça qu'il a mis cette photo-là avec le fond du Queensbridge, parce qu'il s'est inspiré de la pochette d'un album de jazz. C'est The Howard Anger Trio. L'album il s'appelle A Child Is Born, sorti en 74. Et de toute façon, on vous mettra l'image. Bien sûr, ça. Tu vois clairement l'inspiration, tu vois clairement même la pose et tout, on dirait qu'il a fait exprès. Et ça, c'est clairement un blueprint. Je l'ai placé. Pour toutes ces pochettes, en fait, ça suit une espèce de lignée d'albums où ils vont reprendre à chaque fois le même visuel. Nas avec un fondu et avec un décor du Queens ou même t'as des artistes hommage avec Fifou. Quand on va l'afficher, on va afficher ça. Ouais, sur le premier album de Fashion. C'était le choix. Taf, Quand on a discuté avec Fifou, on a fait c'est quoi Nas? C'est les photos de face
Et du coup, Fashion, on a pris des images de Fresno détachées de sa tête. Incroyable. Et Fifou l'a fait un taf de ouf. Ah, non, oui. Grave. Et c'était un hommage à Nas, à ces pochettes-là. La Ilmatic, la He Was Written, la I Am The Autobiography. Nostradamus. De Tu face. vois, le portrait de face. Et qu'on comprenne que voilà, c'est une tête pensante, que lui, il est là dans un environnement et... Tu vois. Non, c'est magnifique parce que la filiation, du coup, elle est vraiment, visuelle en fait. Voilà. Tu vois vraiment que. Non, parce que Il y a eu des copies. Il a inspiré beaucoup de monde. Bah déjà, ça a fait polémique avec Ready to Die, qui sort la même année. exactement. J'allais venir dessus, ça fait une polémique parce que il a aimé un enfant, Biggie aussi aimait un enfant. Ah, les gars de Staten Island, ils ont pas apprécié. Ils ont dit, c'est quoi ça? Rico et Ghostface. à l'époque, on l'aimait Rico et pas. Ghostface. Ouais, Plus voilà, Rico et Ghostface. ouais. Sur le morceau Shark Niggas dans Only Buff for Cuban Links, où il critique le fait qu'il a copié sur Nas. Ça. Après, t'as Lil Wayne aussi qui a repris le truc. T'as Lil Wayne qui a repris le truc. Oui. Ouais, Il a fait des séries d'albums où il a mis sa photo de lui quand il était petit. Et même ça, Nas, il en parle par rapport au truc de le pseudo-beef entre Rico and Ghostface et Biggie. Il en parle dans son morceau dans Non, mais ça avait fait un bif. Hein. Ça avait fait un bif. Ouais, ça a fait un bif, mais il en parle dans Last Real Niggas Alive, dans Godson. Ok, parce qu'il y a eu une interview de Raekwon et de Ghostface dernièrement où il parlait de ce truc-là. C'est que à l'époque, dans les années 90, c'est chacun son style. Tu peux pas copier le truc d'un autre. Les mecs qui sortent avec un même truc. Péta, un lyrics, un gimmick, une photo. C'est ça, c'est pas la 2022. Pourtant, en réalité, les pochettes, elles n'ont rien à voir. Mais le simple fait que tu mets un enfant, je mets un enfant, ah vas-y, et ça crée des tensions. Je vais pas parler de bif, mais en tout cas des tensions, où il y a des morceaux de Biggie où on pense que c'est dirigé pour... tout le monde pense que c'est pour Tupac, en réalité, c'est pour les mecs de Staten Island. Ghostface et Raekwon. Et l'histoire finit bien et tragiquement en même temps, c'est que le jour où ils croisent... Biggie pour se dire hey, les gars, t'as vu en vérité il y a rien, il y a aucun problème, on t'aime Big, on aime ce que tu fais, tout ça, t'es un gros rappeur. Et après même Biggie leur dit non les gars il y a rien, c'est du rap, c'est New York, on est compétitif et tout. Mais c'est le soir où Biggie se fait assassiner à Los Angeles. C'est le soir ou la veille, mais quelques heures avant on va dire. C'est le soir ou la veille Incroyable. À Los Angeles. Il se voit et il se rend compte que en fait il n'y avait pas de... Bon bref, ça c'est une histoire aussi de la pochette. Et je sais pas, hein, mais pour vous, pourquoi elle a gardé le même style de pochette Pourquoi il s'est pas détaché de ce truc-là et pourquoi elle a arrêté à un moment Il a gardé sur 4 albums ça. En fait, t'as toujours cette impression que son public grandit avec lui, tu vois. Aussi. Que les pochettes, c'est comme si, en tant que fan, tu voyais ton enfant grandir, tu vois. C'est ton petit qui te raconte sa vie, ce qu'il voit, et il grandit, il apprend, tu vois. Toi aussi, tu vieillis, tu comprends différemment. Et en fait, t'as l'approche de c'est ton enfant, quoi. Aujourd'hui, quand Arnaud il parle de Ilmatic, c'est son bébé, t'as vu les pochettes et tout, t'as vu comment il est arrivé, il les a portés comme ça. Non, c'est vrai, Peut-être, franchement, moi, peut-être la théorie serait quoi? Parce que I Am et Nostradamus devaient être un double album à la base. Non, à la base, ouais. Sachant que c'est sur ces 4 pochettes-là, peut-être qu'il a voulu faire une trilogie. Possible. Tout simplement. Peut-être que c'est une trilogie En cachée. fait, je pense qu'il a arrêté à Nostradamus parce que c'est flop absolu, quoi. Ouais. C'est celui qui a floppé. Il a dit bon, écoutez, on va prendre un nouveau tournant. Vas-y, on casse le truc. Mais le truc, c'est que l'album, il représente bien en vérité. L'album, c'est vraiment, tu sais, les enfants. Tu vois, les enfants, comment ils sont observateurs. T'as l'impression que l'enfant, il a rien compris, il a rien à truc, mais il est là, il a capté tout ce qu'il se dit. Mais c'est exactement ça. Un enfant qui est dans la même époque, que je recommande à tout le monde, qui est Fresh. Fresh. Merci. Merci. On va l'afficher. Fresh. Un film qu'on doit faire en revue véritable. C'est obligé. Un véritable film. Fresh, c'est incroyable. Et le regardez pas au premier degré. Essayez de comprendre le double entendre. Tu vois les métaphores qu'il y a dans ce film. C'est incroyable.
Avec Desposito, Giancarlo Esposito. Giancarlo Esposito. Grand acteur. Voilà, la conserve où il garde ses billets de $1. Bon, j'avais pas ça dans une conserve, mais quand j'étais petit, je me sauvais mon petit argent. Je l'ai tatoué, tu vois, la conserve de fraîche là. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Carrément. New York State of Mind, je les ai sur mes mollets. On va afficher. Parce que ça représente, tu vois, pour moi, les hauts et les bas que New York peut apporter. The rotten apple. C'est... Tu t'arrives, t'es en touriste, tu vois une belle pomme brillante avec les New York Yankees. À New York, c'est beau. Et, tu vois, les tours, le Brooklyn Bridge, etc. Ou Queensbridge, ça brille, c'est... Tu vois, Madison Square Garden, etc. En fait, quand tu commences à arriver dans les quartiers, ou quand tu commences à voir les rats, les poubelles... Les gens, moi je te dis, j'ai vu des craquettes, des trucs et tout. Moi, franchement, on était dans le Bronx. La première fois que j'arrive à Harlem et que je vois des... Tu vois, j'avais jamais vu ça, moi. Tu vois, j'ai grandi en Bretagne, à Rennes, tu vois. Tu vois, j'ai jamais vu de craquettes de ma vie. C'est impressionnant. T'as les craquettes, ils arrivent, East Harlem. Tu fais, ah ouais. El Barrio. C'est comme quand mes potes Quinry, ils débarquent de LA, ils atterrissent à Charles de Gaulle, ils voient la montagne du crack, ils font wow, c'est Paris. Il est où le gars avec le béret? tu vois, il est où le gars avec la baguette? Il est pas là. Elles sont où les petites meufs à robe à fleurs là? Tu vois? Non mais la réalité, elle est raw. C'est ça. New York, c'est New York State of Mind, c'est ça. New York State of Mind, c'est la vie la plus dure. Moi, c'est le truc qui me rendait dingue quand j'étais à New York, c'était le côté un peu délabré de certains quartiers. Et tu voyais les prix des loyers. Les mecs, ils disaient, mais là, je paye $5 de loyer. If you can make it here, you can make it anywhere. Bah oui, si les mecs ils payent des prix comme ça pour des taudis comme ça, mais c'est incroyable. 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 Et cet album-là, il reflète tout ça en fait. Il reflète tout ça. One Love, c'est la lettre qu'il écrit au mec en prison. Donc lui, il est tombé là-dedans. Donc c'est Cormega. Il est tombé là-dedans, il s'est fait prendre. Ne te fais pas prendre, tu vois. C'est une lettre qu'il écrit à son gars, mais en gros, et je pense qu'il a envie de lui dire, mais mec, t'as merdé, tu vois. On n'aurait pas dû... Tu vois, ça aurait pas dû se passer comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais t'as des mecs qui sont Rikers Island, compris life pour des conneries, 23 grammes de weed. Fini, it ain't hard to tell. I excel then prevail. On finit en mode, bon, ça sert à rien de parler. On va être les meilleurs dans notre domaine. Et on va en survivre, tu vois. C'est une note d'espoir, positive. Tu vois, moi je le prends comme ça. Il commence avec New York State of Mind, tu vois. Il pose le décor. Il pose le décor, grave. Voilà. C'est ça. Légendaire. Et même, tu vois, quand on parcourt la pochette, tu vois des photos de New York. Bon, tu le vois avec toute sa clique et tout. Tu vois que New York, tu vois, je sais pas, il est dans une casse ou dans un coin où assez délabré et tout. C'est dans le Queens. C'est horrible. On dirait un territoire, tu vois, de guerre et tout. Ouais, avec des... Laissez-moi vous montrer la réalité des choses. La réalité. Mais c'est une réalité qui court jusqu'à aujourd'hui, parce que quand tu regardes le documentaire Talm Ilmatic, quand tu tournes le truc, tu vois, il y a un moment, il y a des enfants là. Il y en a 2 ou 3 là. Là, juste là. Il y en a un des 2, il est en prison 25 to life. Ah oui. Parce que tellement les conditions, l'environnement, les trucs les ont poussés à faire des trucs qui les ont amenés en prison à vie. Il Will, son gars qui est mort. Donc, laisse tomber. On a fait une film review avec le Captain Nemo, big up à lui, sur le film Dead President. Ouais. Et Dead President, en fait, c'est un peu les préquels du Queens, de ce Queens-là. En fait, c'est les vétérans d'après-guerre du Vietnam qui sont rentrés. On les a parqués dans des grands lotissements d'appartements dans le Queens.
avec voilà tout ce qui en suit. I'm out for dead presidents to represent me. Exactement. Voilà. Exactement. C'est pour ça qu'on parlait de Dead President et tout. La vidéo s'affichera. Ouais. Non, franchement, c'est beau, c'est triste en même temps. C'est que c'est un album. Tu l'apprécies, mais une fois que tu le comprends, ça dépeint vraiment une triste réalité new-yorkaise en vérité. C'est une histoire triste tout ça quand tu réfléchis. Nas, effectivement, c'est un artiste, lui qui a réussi à sortir de tout ça, mais tu vois, c'est très très deep. Entre ceux qui sont morts en prison, c'est deep. Le prendre l'album, tu vois. Tout simplement. Un mood, c'est. Tu sais, il y a des films que tu te mets, faut pas te le mettre, tu vois, je sais pas, un dimanche où il pleut. Faut pas l'écouter ce jour-là. C'est vrai qu'il y a des films comme ça, c'est un peu compliqué. Des films, c'est difficile de se les mater ou remater, tu vois. À un certain moment, je pense Cinematic, c'est un petit peu pareil. C'est très lourd, tu vois. Il y a beaucoup de lyrics. Nas lui-même en tournée, c'est quelqu'un qui a 50 et quelques années, quoi. Se rappeler de Illmatic, pour lui, c'est difficile. Ouais. Non, parce que c'est compliqué. C'est des lyrics qui sont pas faciles, en vérité. Non. Pas facile du tout. Même à apprendre, c'est compliqué. C'est hyper technique. Sur la tournée de Illmatic, on en avait déjà parlé dans le live. Nas, il a des prompteurs. Pas parce que il connaît zéro texte, mais juste simplement parce que c'est des textes d'il y a 30 piges. Et puis même, entre-temps, il a fait d'autres albums. Il a fait d'autres albums. Il a une life. Il a vieilli entre-temps. Donc des fois, c'est humain de pas se rappeler du début du texte. Tu vois, donc bon, il a des prompteurs au cas où, tu vois. Je pense que, enfin moi je l'ai vu, je l'ai jamais vu regarder, mais c'est juste au cas où. En l'occurrence, la tournée des 20 ans, il avait sûrement pas, enfin il doit jouer un ou deux morceaux dans ses shows, parce qu'il a un catalogue tellement énorme. C'est ça. Mais il a dû faire la tournée des 10 ans et tu vois, il a fait la tournée des 20 ans. Entre-temps, il y a eu 10 ans, il n'a pas joué tout l'album. Là, faut qu'il. Je sais pas si c'est un mec qui écoute ses albums. Là, fallait qu'il fasse tout l'album de A à Z. Et il y a des morceaux qu'il doit écouter jamais. Tu vois. Non, mais tout simplement, c'est humain. Jamais répété. Alors prenez-le comme vous voulez, mais tu vois, Depardieu, par exemple, grand acteur et tout, le mec, il a une oreillette. Tu vois, parce que au bout d'un moment, oui, c'est un monsieur d'un certain âge, il peut pas se souvenir de tout et tout. Et en réalité, nous, c'est l'interprétation qui compte. Si c'est bon, c'est bien fait. Tu lui demandes demain de faire. Il a jamais fait tourner Reasonable Doubt. Non, il a fait une tournée en 2016 des 20 ans. Il l'a pas fait. Parce que il a juste un concert. Je suis sûr qu'il peut pas se rappeler des textes. Bah après, c'est tellement vieux. Ou en tout cas, vieux. pas. Tu vois. Ouais, il faudra qu'il s'entraîne et tout. Après, bon, lui, Jay-Z, c'est un mec qui a une mémoire d'éléphant, donc c'est t'as des gars encore plus vieux. J'ai vu LL Cool J devant moi. Il allait monter sur scène pour faire. C'était l'hommage à Jam Master Jay. On était en backstage. Et il se rappelait plus de son morceau avec EPMD. Mais ils ont fait trop de trucs entre temps. C'est ça aussi. Il a 60 ans aujourd'hui. C'est clair, c'est clair. C'est en plus le rap, t'as beaucoup de lyrics, t'as beaucoup de trucs. Ils ont fait beaucoup de trucs. Non, mais je le comprends tout à fait. Aucun problème. Même des morceaux comme Life the Beach, des morceaux comme Halftime qu'il avait fait même avant Illmatic. Parce que clairement, ça c'était un. 92, ça se trouve. 92. 93. Parce que Halftime à la base, c'est le premier morceau de Nas lorsqu'il est signé sous Columbia Records. Le premier morceau qu'il fait officiellement en tant qu'artiste de Columbia Records, c'est Halftime. Et il le fait même pas pour Illmatic, il le fait pour la BO d'un film, Zebrahead. Le film, on l'a jamais vu, j'ai cherché, j'ai même pas compris. Sûrement, si tu lui demandes de rapper aujourd'hui, de faire un concert et de faire tous ces morceaux du dernier Hit Boy, par contre, il les connaît sur le bout des doigts, normalement. Parce qu'il est encore dedans, il est encore dans le jus. Il vient de se les poser, il a été en studio, il les a fait 10 fois de suite. C'est tout à fait normal. Mais les gars, on n'a pas parlé du clip. Il n'y a pas énormément de clips, mais il y a le clip de 4. World is Yours. Ouais, sur 10 morceaux, c'est beaucoup quand même. World is Yours. World is Yours, c'est l'un des plus emblématiques. Il y en a un pour One Love aussi. One Love, World is Yours, Halftime et Another Total.
One Love, c'est une poursuite dans les projects. Avec, Quand ils poursuivent le gars là, il le coffre et il rejoint les autres. Dans le parc, il saute par-dessus. Ouais. C'est une poursuite typique un peu qu'on voit dans beaucoup de clips, tu sais. Ouais. Parfaitement. Mais World is Yours, moi les gars, c'est un clip qui m'a marqué parce que Scarface, hein. Bah oui, clairement. Voilà. Clairement. Encore une fois, l'inspi Scarface, tu vois. Ouais, le mec toujours, qui veut toujours. réussir, qui veut sortir de son environnement, tu vois. Mais Qui a la main faite pour l'or, mais elles sont dans la merde. voilà, c'est ça. Voilà. Non, clairement, voilà les références avec le globe. Le globe terrestre et tout. Même quand il est dans il veut quand il est dans le bain là. Ouais, quand il est dans Il le veut jacuzzi. passer ce message-là, en fait, parce que quand il fait The World Is Yours, tu vois, il y a One Love, où en fait, c'est... tu vois, The World Is Yours, c'est, écoute, on choisit cette vie, mais One Love, c'est la story qui te raconte que ça peut mal se passer. Tu vois, donc encore une fois, il te donne les deux côtés de la pièce, et voilà, après c'est à toi de juger ce que tu veux faire dans la vie, tu vois. Bien sûr, en fonction de ton Mais c'est un environnement message et tout. puissant. C'est hyper puissant. Pour moi, c'est l'un des messages les plus puissants que le rap ait pu m'envoyer en vérité. Parce que moi, j'ai connu ce morceau-là avant de connaître Scarface. Scarface, je connaissais la pochette. C'est Ça, c'est un dingue. film que les oncles ils avaient, c'est mais dingue. j'avais pas le droit de le regarder. C'était Ouais, interdit. t'étais trop jeune, ouais. Et tu regardes The World Is Yours et quand tu fais tes recherches, tout ça, etc., et que tu te rends compte qu'en vérité, il s'est inspiré du film pour faire ça, mais non, c'est grave. Sachant que Scarface, c'est le film qui a le plus inspiré l'hip-hop. Franchement, Scarface, le parrain. Si c'est pas lui, c'est voilà, le si film, c'est là, pas ouais, lui, il est dans le top 3. C'est clair. Il est pas troisième. Il a inspiré même le nom d'un rappeur, tu vois. Scarface, le rappeur. Ah, c'est mon gars, Ghetto Boys. Bien sûr. Mais il a même inspiré des films. New Jack City, il n'y a pas Nino Brown si Scarface il n'existe pas. Ah, c'est clair, c'est clair. Clairement. Même si on le dit, le vrai Scarface, dans la vraie vie, c'était un des surnoms de Al Capone. C'est Al Capone à la base. Et T'as ça, t'as après des morceaux qui sont moins vus comme Memory Lane, Represent, on n'en parle pas souvent. Mais Represent, pour moi, c'est le morceau le plus hip-hop de l'album. C'est le morceau qui a le plus de dimensions. Tu sais, je parlais de passage radio, Ouais. où tu sais, t'as envie de crier Represent. ouais. Le look, il est tellement. Mais c'est la base du hip-hop. c'est de Pussy, tu vois. représenter, voilà, c'est ça. Le côté On représente. Pussy, c'est le morceau qui arrive presque à passer dans ce truc où. Bon, le refrain est tellement facile et tu vois, tu le gardes en tête à fond. Ouais, qui aurait pu être un hit. Bah, c'est pas technique du tout, tu vois, c'est juste le même mot, tu vois. Je le répète, tu vois. Il y en a d'autres qui ont fait What, toi, Ah ouais. Big up, Nori. Te dire Noriega, je l'ai rencontré, il m'a dit que c'est Big Pun qui lui a donné Ah ouais, qui lui a soufflé le refrain. qui lui a soufflé le refrain. Ouais, Ah, incroyable. carrément. Parce qu'en fait, Je pensais ils que étaient c'était Pharrell ou je sais pas quoi. En fait, ils étaient en stud et en gros, il avait pas de refrain pour ça et il savait pas. Enfin, ce genre de prod, tu vois, il posait pas trop dessus. Ouais. Et puis Noriega, il m'a dit, moi, je tournais dans le stud et je regardais les gars, genre, vous avez pas un truc pour moi? Et Big Pun, il se foutait de ma gueule, genre, what you want? What? Et what? Et c'est parti de ça. Incroyable. Incroyable. Et il a fait. Et c'est ça le refrain. What? Ah ben, pareil, il y a dû y avoir un mec qui est en studio avec nous, je sais pas, on représente, tu veux quoi, we represent, ok, represent. Ouais. Et tu vois, c'est le morceau où t'as que tes potes comme ça, vous dansez comme ça, represent, wow. Non, mais c'est sérieux. Ouais. Et Represent aussi, il a une histoire dans le sens où c'est le premier beat que Primo lui donne pour l'album. Le premier. C'est le premier beat que Primo lui T'as pas avant New York State of Mind, c'est ce beat là qu'il donne. tu vois. C'est incroyable. Hein. Parce qu'il a donné. Ouais, Primo, il a fait Represent, New York State of Mind et Memory Lane. De toute façon, Primo Nas, voilà. Il y a des binômes rate comme ça, jamais. Primo Nas, ça ne rate jamais. Il aurait dû avoir un album. Ah, ça, on va le dire à chaque vidéo qu'on fait sur Nas, il aurait dû faire cet album. Ah, moi, je rêvais d'un combo Nas, AZ, tout produit par Premier. Ouais. Et c'était. Bah, c'est pas Après, trop tard. Hein. chacun, C'est pas trop tard. Hein. Les mecs sont pas encore trop tard. actifs, les mecs sont trucs, mais bon, on l'attend plus Là, vraiment. il est sur une bonne phase avec Hit Boy, donc Ouais. je pense qu'il va rester là-dessus. Ah, c'est clair. Mais les gars, Tiercé.
L'heure du tiercé, hein. Tiercé quinté. L'heure du tiercé. Bon, pour cet album-là, c'est compliqué parce que c'est le genre d'album où t'as envie de tout mettre. Non, moi c'est bon. Mais c'est réglé. ok, l'heure du tiercé. Je commence. Moi ça va être long. Non, je commençais. Toi, t'es le Nazir. L'intensité à la fin. Represent. Numéro 1. Numéro 1 des numéros 1 des numéros 1. Represent. World is yours. New York State of Mind. Je sais que c'est compliqué, j'ai même envie de mettre un quintet, même envie de mettre tous les sons, mais allez, tiercé. Represent, World is yours, New York State of Mind. Je sais qu'il est simple et tout, mais en même temps, voilà, cet album-là, tu peux mettre n'importe quoi comme morceau dans ton top 3, tu tomberas juste. Max, Tu veux que j'y aille ou Pour moi, New York State of Mind numéro 1. Parce que c'est... Tu te l'as fait tatouer, de toute façon. Tu l'as dans la peau, de toute façon. Ouais, j'ai dans la peau, c'est le truc que j'ai vécu, tu vois. J'ai des... It Ain't Hard to Tell. Pour plein de choses, les lyrics, le sample, le message qui passe à la fin. Et puis... Attends, je suis vieux, moi aussi. Non, The World Is Yours. Ah. The World Is Yours, Pete Rock. Vraiment. Pete Rock, Pete Rock à la base, c'est mon producteur préféré. Bah en plus, Même si... t'as vu dernièrement là, Pete Rock va poursuivre, en tout cas les gens qui ont fait cet album-là, il va poursuivre Nas parce qu'il n'a pas été payé. Ça m'étonne pas de Pete Rock. Non mais il n'a pas été payé il a rien touché sur cet album-là en fait. Près de 30 ans après. C'est vrai. C'est un truc de dingue. Je réveille maintenant. Bah, le truc c'est que je pense qu'il laissait couler. Il a dit ouais, l'une des résolutions de cette année, c'est d'enfin toucher son dû. Récupérer l'argent. On parle de millions. Là, il y a des millions de dollars à récupérer quoi. Ouais. Que tout ce que ça a généré depuis. L'édition, ouais. Non, mais c'est... Ouais. Et ouais, pour moi, New York State of Mind, It Ain't Hard to Tell et The World Is Yours. Ok, cool. Bon, on finit par le nazirator en chef, le Bougarno. The World Is Yours. Comment t'as dit Promets. ça? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un message trop puissant. The World Is Yours. Ouais, le monde est à toi. Fais ce que tu veux. Mais c'est toi qui, en fait, voilà. C'est ça. Ouais. C'est toi qui fais tes choix, en vérité. Tous ces films-là où, à la fin, t'as un choix à faire, ben, en vrai, lui, il en a fait un son. Et aussi pour le I'm out for president to represent me. Dans Dead President, le morceau de Jay-Z. Non, c'est... Ça serait le bon de move. savoir si, quand ils ont fait la haine, s'ils sont inspirés de Scarface, The World Is Yours. Mais si aussi ils avaient pensé à Nas qui était sorti un an avant, la haine c'est 95. Ouais. Nas sort un an avant. Je sais pas, j'ai pas l'info. Peut-être, hein. Peut-être, ça serait bon faudrait que j'ai pas regardé l'interview. Poser la question à Kassovitz. Est-ce qu'ils y avaient pensé ou c'était un rappel? Non, mais The World Is Yours, le business move que MC Church il lui fait faire, de prendre des points au lieu de prendre l'argent pour le morceau de Jay-Z, ça Encore aussi une c'est... fois, merci à lui. C'est Non, il dingue, peut hein. lui dire merci. C'est dingue, hein. Mais oui, Bah, en fait, Il a moi... changé sa life. il a changé sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, il a un morceau du catalogue de l'ennemi. Oh, toi aussi, Ouais, toi. mais oui, c'était il faut quelqu'un qui était aux États-Unis, on dit business savvy. Parce que lui, il sortait de third base, il avait déjà fait voilà les trucs depuis les années 80. Ouais. Il savait comment ça se passait. Non, si tu vois, il débarquait. C'était Et- le gars de la street, il savait pas Ouais, comment c'est ça normal. se passait, Un petit l'industrie. 20 ans, tu vois. il connaît pas. Ouais. Merci à lui. Bien sûr. Au lieu de prendre de l'argent upfront. Non, La prends des points. guidance, Voilà. tout ce qu'il a vraiment guidé dans ces trucs-là, il a façonné. C'est un orfèvre, le mec. Mais ça, on le sent pas sur le fil de sa carrière, tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'après, je pense que. Déjà, MC Search, il l'a pas suivi, en fait. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé vraiment entre eux. Mais. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite à ça. Tu vois, de A&R, tu vois, de DA. Après, c'est Steve Stout qui est arrivé pour les meilleurs et pour les pires, comme pour certains. Ouais. Moi, je trouve que c'était très bien, mais d'un truc de business savvy comme ça, comme tu dis, c'est quand Nas il met sa fille exécutif producteur de Stillmatic. Stillmatic, tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Ce qui fait que toute sa vie, elle touchera de l'argent dessus. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est des petits trucs comme ça où, bon, ça lui vient peut-être de là. Bon. De la connaissance du business. 1, word is yours. 2, Nur State of Mind. Nur State of Mind parce que T'as dit New York, hein, parce que comment tu l'as dit vite, on dirait que t'as dit New York State of Mind. State of Mind. Big up aux frérots de New York. New York State of Mind, c'est là où tu sens en vérité que le storytelling, en vérité, que lui, il a, c'est pas tout le monde. L'un des meilleurs storytellers dans le rap-jeu, c'est lui. Bien sûr. Et ça, c'est un de ses premiers faits d'armes. Et même New York State of Mind, parce que New York, c'est un état d'esprit comme nulle part ailleurs, quoi. Mais oui, et au moment où il sort ça, faut rappeler qu'on a 94 et que l'année d'avant, c'était les Snoop, les Dre, tout ça qui cartonnait. Bien sûr. Le Wu-Tang est arrivé entre-temps, mais voilà, New York n'était pas sur la carte comme après, tu vois. Bien sûr. Donc là, pour remettre le truc, c'était un message fort. Ça, en 3, je mettrais Hard to Tell quand même. Hard to Tell parce que déjà le morceau est sorti le jour de mon anniversaire, déjà. Mais même le sample de Michael Jackson, les lyrics, l'entrée, la sortie, la sortie. My poetry deep, I never fail. Raps, no, Nas is no, my poetry deep, I never fail. Nas's rap should be locked in the cell, and it's hard to tell. Et ça là, c'est pas tout le monde qui le sait, mais c'est le refrain de Nas is Like. Scratché par DJ par Premier. Donc Nas is Like peut-être n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas ça. Clairement, sachant que Nas is Like c'est un morceau incroyable. C'est l'un des, c'est l'un des plus grands morceaux et les plus identifiables du hip-hop. Mais ça, 4, je mets One Love. Excuse, je termine. Ça, c'est 6, 7, 8, 9. Non, 5. Donc Quinté. 4, je mets One Love. Quinté plus. Parce que, comme je disais, c'est un truc qu'on a vécu. Le fait, même si t'es pas en prison, le fait que tes gars y soient, bien sûr, tu vis le truc. Que ce soit des frères, des ça, et 5 représente. Représente parce que c'est tout. Quinté plus. Quinté non, Quinté 5. Arnaud Sharif. 5 représente. C'est mon dada. Okay. Voilà. Okay. Truc qu'il faut pas, qu'on a oublié de citer, on l'a cité vite fait, c'est que l'album il est platine en 2002 2001 ou 2002. Attends, il est or en 96. Suite à Stillmatic, je crois, juste après. Et il est platine en 2001. Il est platine en 2001 quand Illmatic sort. Parce que quand ça sort, ces albums-là, c'est bien, succès d'estime et tout, mais commercialement parlant, il fait même pas gold, tu vois ce que je veux dire. Et il fait gold en 96. En 96, mais en 94. Il fait gold avant que It Was Written sort. C'est ça que les gens oublient. Aussi. Tu vois. Okay. Il fait gold en 96 et platine en 2001 et double platine en 99. Non, mais. Non, double platine en 2019, excuse. C'est double platine en 2019. Double platine en 2019. Donc sur la durée avant. Sur la durée, c'est un classique, c'est sur la durée, de toute façon. C'est sur la durée qu'on juge. C'est pas les chiffres mid-week, tu vois ce que je veux dire. Clairement. Tu vois, parce que clairement, heureusement qu'on était dans une autre matrice de pensée, parce que sinon aujourd'hui, l'album serait. Enfin, au bout d'une semaine, les mecs ils disent ouais, c'est un échec et on donne pas suite. Alors que là, c'est l'un des meilleurs albums de tous les temps qui a été platine. J'ai oublié de dire un truc très important sur Hard to Tell. En vrai, Hard to Tell aussi, c'est le premier morceau de Nas, dans le sens où Nas tout seul. La démo qu'il envoie à Columbia, c'est un morceau qui s'appelle Nas Will Prevail. C'est une version plus courte en fait de Hard to Tell qu'ils ont refait, tu vois. Et après, enfin, il a réussi à les convaincre grâce à ce morceau-là. Ils l'ont retravaillé en studio et ça a donné Hard to Tell. D'accord. Tu vois. Donc voilà. Magnifique. Bon les gars, je pense qu'on a été. Non, la messe a été dite. Complet, hein. La messe a été dite. De toute façon, on a couvert la majorité des titres, les anecdotes, les machins et tout. Ouais. Dites-nous en commentaire si on a oublié des choses. Dites-nous envoyez-nous ce que cet album représente pour vous. En quelle année vous l'avez découvert? Ça, c'est très intéressant. Ça. Essayez de mettre dans les commentaires en quelle année vous l'avez découvert parce que c'est intéressant. Il est sorti en 94. Tout le monde ne l'a pas découvert en 94. Il y en a c'est en 2014, d'autres en 2019 et tout. Dites-nous pourquoi en quelques mots tout ça serait très intéressant. Le Bougarno, j'ai envie de te dire encore un. Ouais, Another one, comme l'autre il dit. Non, le grand classique c'est cool. Grand classique. Et ça a été demandé donc voilà.
Franchement, c'était cool de faire ça. Maxime Robin, merci encore d'être venu. Encore merci. Sur quoi tu travailles en ce moment? Qu'est-ce que tu peux dire? En ce moment, donc prochain album de Freddy Gibbs, le prochain album de Lord Apex avec Cooking Soul. Cooking Soul. Big up à eux. Il y a une tournée, non? Ah, lui, il est tout seul maintenant. Depuis 3-4 ans. Ok. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Je savais pas. C'est plus un binôme. Cooking Soul, c'est un seul beatmaker. Ok. Dont je vais prendre le management aussi. Donc, c'est cool. Les vraies choses. Les vraies choses se mettent en place. C'est dope. Et puis voilà, tournée Lord Apex Freddy Gibbs, mois de mars. Vous verrez sûrement l'interview avant. Donc c'est Paris, Élysée-Montmartre le 29 mars. Bon, on a des places ou c'est comment? Reste des places. Négociation publique. Acheter des places. Acheter des places. On en fera gagner une ou deux. Et voilà, on va enchaîner. On va sortir pas mal de projets cette année, quoi. Magnifique, cool, magnifique. Merci encore d'avoir été avec nous. Ce fut un pur plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je laisse la conclusion au mec qui conclut le mieux. Parole Véritable Podcast. On est sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Sur toutes les plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, Apple Podcast, Ocha, Amazon Music, Google, tout, partout maintenant. Et vous pouvez retrouver tous les contenus longs, courts, toutes les vidéos longues et courtes sur YouTube. Parole Véritable Podcast. Donc #Parole Véritable, #Monde de l'Escalator. Yep. Parole véritable. Voilà.